J'ai une chance inouïe. J'ai connu l'échec, le vrai. Donc pour moi, l'échec, c'est mon moteur. Toujours se dire que derrière, il y a une solution. Il y a l'envie de s'affirmer, il y a l'envie de se découvrir, il y a envie d'aller vers d'autres limites qu'on ne connaît pas. C'est vraiment ce qui me guide tous les jours. Encore aujourd'hui, c'est d'essayer, c'est de tenter. Quand je prends aujourd'hui des décisions avec le recul, je vais associer en fait 2 ingrédients, la raison et l'émotion. Ces choix hasardeux m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Il n'y a aucun hasard, sinon des belles rencontres et des convictions. Bienvenue sur Outception, les meilleures stratégies de motivation. Je suis Cécile, maître praticien en programmation neurolinguistique, spécialisée dans l'optimisation de la performance. Et au quotidien, je vous emmène à réaliser vos objectifs. Je reçois ici des personnalités inspirantes aux environnements complètement différents, avec un trait commun, la faculté de pouvoir accéder à leurs rêves les plus fous. Comment font-ils pour identifier leurs peurs, modifier leur schéma de pensée et passer à l'action? Retrouvez Outception sur votre plateforme favorite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Outception, le podcast qui vous parle de stratégie de motivation. Aujourd'hui, j'accueille Didier, qui a répondu présent à mon invitation. Didier, comment vas-tu? Cécile, je vais très bien, encore mieux. Nous sommes vendredi, je te retrouve. Et puis, je suis sûr que nous allons vivre un moment d'exception. Alors Didier, je te présente très rapidement parce que j'aime bien que tous nos auditeurs puissent te découvrir au fur et à mesure de mes questions. Didier, tu es le cofondateur des Entreprises éphémères pour l'emploi, un dispositif innovant, déployé depuis 2017 dans de nombreuses villes en France, qui accompagne des profils qui peinent parfois à réintégrer le monde du travail. Alors Didier, on va faire un entretien où j'ai envie de découvrir un petit peu justement, comme le thème du podcast, c'est les stratégies de motivation, comment un petit peu t'as fait pour en arriver là. Et ma première question, et celle que je pose à tous mes invités, c'est si j'avais le petit Didier en face de moi, le petit Didier de 7-8 ans peut-être, dans un environnement familial quel qu'il soit, ou heureux, ou à l'école, ou peu importe, qu'est-ce qu'il voulait faire le petit Didier quand il sera grand? Alors, le petit Didier, quand il était tout petit, il voulait faire tout ce qu'il aimait, déjà. Donc, non, le petit Didier, quand il était jeune, Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça, c'est très bien. Mais après, on n'est pas toujours, en capacité jeune, de traduire ce qu'on voudrait faire. Donc, non, très jeune, ma volonté finalement, c'était d'aller vers les autres. C'était de transmettre. Moi, je viens d'une famille d'enseignants, et donc très rapidement, je vivais finalement dans cet environnement des études, du professorat, et j'habitais même dans un collège puisque mon papa était principal. Donc tout était réuni pour que finalement, je sois dans un environnement, on va dire, lié à la pédagogie. Et t'aimais ça, toi, à l'école, quand t'étais petit, du coup? Avec des parents enseignants? Alors, j'avais pas trop le choix, en fait. Il fallait vraiment que j'aime ça. Donc, j'ai déjà très petit, il a fallu que je trouve du sens, et finalement, il a fallu que je trouve ma place. Mais oui, j'aimais ça parce que d'abord, j'y avais ma vie sociale dans mes études, dans mon collège, dans tout. Donc, j'ai toujours apprécié cet environnement parce que finalement, outre l'aspect études, c'était surtout finalement l'échange, c'était le partage, c'était la richesse. C'était déjà le partage pour toi quand t'étais petit. C'est ça qui est, enfin, c'est joli. Bon, t'as déjà dit un mot qui fait beaucoup de sens. C'est le mot sens. Et chaque invité, à un moment donné dans l'entretien, en parle. Je trouve ça très joli que déjà tout petit, tu me parles de faire sens. Alors, ça veut dire quoi pour toi le partage et l'échange? Parce que là, je sais que tu vas déjà un petit peu plus loin je t'ai deviné, Didier. Tu vas déjà un petit peu plus loin là où je veux t'emmener. Qu'est-ce qui te plaît dans l'échange quand t'es petit? C'est quoi? C'est le partage avec les amis? C'est de pouvoir accompagner quelqu'un qui va moins bien? C'est pouvoir porter quelqu'un qui va bien et qui veut aller plus loin? Ça veut dire quoi pour toi? Ce partage, c'est juste déjà l'écoute, c'est faire attention à l'autre, c'est lui porter un intérêt, c'est lui donner la possibilité de s'exprimer. Et alors ça, c'est difficilement explicable parce que c'est chez moi inné, ou c'est peut-être acquis. Tiens, on réfléchit ici sans avoir rien préparé. Je crois que j'ai une maman qui m'a transmis, et je m'en rends compte aujourd'hui, une façon finalement d'être porté vers l'autre. D'abord, j'ai une maman qui est psychologue, donc il y a peut-être finalement des effets qu'on ne maîtrise pas toujours, mais qui se traduit juste par allez, j'aime ce regard sur l'autre, j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin de le mettre en valeur, mais pas par intérêt, juste parce que je trouve que toutes les personnes sont belles à voir, sont belles à deviner,
sont belles à suivre dans leurs évolutions. Voilà, et finalement c'est presque très égoïste parce que par ce questionnement vers l'autre, ben, je m'enrichis. C'est plutôt chouette de trouver quelque chose dans le partage, dans l'échange et dans l'épanouissement de l'autre, quelque chose qui te nourrisse en même temps. C'est plutôt chouette. Je souhaite à tout le monde de pouvoir faire la même chose. Quand on se rend compte que quand finalement on questionne l'autre, il y a un facteur d'étonnement. Mais complètement. Tu dis ça parce que tu le vois? Sans doute. Non, non, mais pas seulement, pas seulement. Bah oui. Ok, quand t'es petit, tu vis dans un environnement, donc tes parents sont enseignants, enfin ton papa est même principal, c'est ça que tu m'as dit, je l'ai pas bien noté, c'est enseignant en tout cas, bon, tu vis dans le corps enseignant, ta maman est psychologue, toi tu détectes déjà, enfin tu le détectes un peu plus tard, mais en tout cas c'est déjà ce qui te fait vibrer, c'est d'être avec les autres, d'avoir de l'écoute, de donner de l'intérêt tout simplement aux autres. C'est quoi ton cursus après? Qu'est-ce que tu deviens? Quel type d'études tu fais? Alors ensuite, tout me dirige vers le professorat. Et puis là, non. Là, non, parce que bah, quand on arrive dans ces périodes un petit peu d'adolescence, il y a l'envie de s'affirmer, il y a l'envie de se découvrir, il y a envie de finalement d'aller vers d'autres limites qu'on ne connaît pas. Et puis, je me dis non, je veux entreprendre. Je veux entreprendre. J'ai besoin finalement d'un cadre où je vais pouvoir m'épanouir. Et puis, je suis justement toujours dans ce chemin où je suis accompagné. Et avec mon ami d'enfance, ben, on choisit en fait de faire une école de commerce. Et donc là, j'annonce à mes parents, je leur dis, écoutez, voilà, j'ai mon bac, et maintenant c'est école de commerce. Et là, ils me disent, mais c'est quoi une école de commerce? Et donc, il y a un petit peu le choc des cultures. Et finalement, bah, ils me suivent parce qu'ils me font confiance, mais sans savoir absolument pourquoi, comment, je me retrouve dans une telle voie. Et puis c'est parti. Et puis on y va. Et puis je vais finalement découvrir un monde sur lequel je vais trouver très rapidement mes bases parce que je vais y imposer un petit peu ma façon de faire et je vais devenir très vite finalement entrepreneur puisque à la sortie de l'école de commerce, je suis déjà dans la création d'une entreprise. Alors, et quand t'es rentré dans cette école de commerce, t'avais déjà une idée de ce que tu voulais faire? Oui, il y avait l'idée de créer, il y avait l'idée d'aller au bout de ses idées, il y avait surtout l'idée d'être libre. En fait, tout ce que je fais, depuis mon début jusqu'à maintenant, c'est la liberté. C'est finalement pouvoir développer des idées, c'est tenter, c'est ne rien devoir à personne, mais plutôt d'être une forme de laboratoire ambulant parce que j'aime ça, parce que j'ai besoin de ça. C'est vraiment ce qui me guide tous les jours, encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. C'est d'essayer, c'est de tenter, et on revient à la notion de sens. C'est vraiment ce qui anime mon quotidien. Et toi, tu décides d'être libre, d'entreprendre, d'aller jusqu'au bout de tes idées, de tes pensées. Donc tu vas un petit peu, c'est ce que tu disais, le choc des cultures, et t'y vas jusqu'au bout. Alors c'est hyper intéressant. Il y a rien qui peut te bloquer à ce moment-là. Non, il y a rien qui bloque parce que on est déjà dans une famille où il y a, il y a, il y a, il y a un cadre, mais il y a surtout de l'échange. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que ce choix de professionnel les étonne, mais une fois l'étonnement passé, il y a finalement la validation et je te suis. Et voilà, tout simplement. Et c'est vraiment ce transfert. Je parle de mon cas aujourd'hui aussi parce que moi aujourd'hui je suis papa et mon fils a aujourd'hui épousé une trajectoire que j'avais pas imaginée et je suis son premier supporter. Alors que naturellement, C'est j'aurais génial. pas imaginé qu'il puisse aller dans cette voie qui n'est pas la mienne. Donc oui, je trouve ça génial. Et donc, je me retrouve en école de commerce et finalement, je commence à prendre mes marques et très rapidement, à l'intérieur de l'école de commerce, je crée ce qui sera ben, mon entreprise après mon parcours finalement universitaire, scolaire comme on veut, puisque je crée en fait une association qui a pour but de recruter des personnes et les faire travailler dans les grandes surfaces en tant qu'animateurs pour vendre des produits, donc chez Carrefour, chez Castorama, tout ce qu'on veut. Et je suis, ça y est, je suis entrepreneur déjà au sein même de cette association. Et puis, bah, au début, je le fais pour moi-même, pour travailler pour moi. Et puis finalement, ça se passe bien. Et puis j'ai un ami qui me suit, un deuxième, et puis un troisième. Et puis au final, ça devient une entreprise à part entière. Et tous les week-ends, ben, tous mes potes de ma promo sont dans des grandes surfaces marchandes et puis ben, permettent finalement de financer leurs études,
de développer leurs loisirs. Enfin bref, on a trouvé le meilleur entendement possible. Et puis je commence à vraiment moi prendre à écrire une histoire. Écrire une histoire. Et donc quand je sors de mon école de commerce, et je crois que là, ça nous rajeunit pas, mais on est en 94 ou 95. J'enchaîne en fait d'une structure associative, je passe à une structure privée ou en tout cas une structure commerciale. Et puis commence le recrutement. Et comme tu le sais, Cécile, et on y reviendra, mais aujourd'hui on parle encore de recrutement dans cette période avec les entreprises éphémères. Voilà. Donc il y a toujours une suite logique, il n'y a aucun hasard, sinon des belles rencontres et des convictions. Et puis l'expérience et tout ce qui peut arriver sur ton chemin aussi et qui se transforme finalement en rebond, en apprentissage pour faire quelque chose encore de différent et continuer à grandir, ou en tout cas te renouveler et saisir peut-être accueillir et saisir d'autres opportunités, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça prouve finalement que qu'on s'enrichit dès lors qu'on a finalement pris une direction qui était celle auquel on croyait. C'est ce principe des convictions, c'est ce principe du choix. Aujourd'hui, je sais finalement, même si j'ai eu parfois des choix hasardeux, mais finalement ces choix hasardeux m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui, à savoir pourquoi je fais les choses, à y mettre tant d'énergie, tant d'envie, faire des rencontres incroyables. Cécile, je pense à toi. Voilà, tout est lié, tout est rassemblé. Et j'aime ça. J'aime que finalement euh, les chemins de vie soient dans une belle cohérence. Quand je dis cohérence, c'est que voilà, on y va et puis on voit qu'on avance. On voit que ça crée des belles répercussions à tout niveau. Alors, je vais être obligée de rebondir sur quelque chose que tu as dit, puisque tu auras compris que l'objectif de ce podcast, c'est les stratégies de motivation. Mais quand je parle de stratégie de motivation, je sais que tu es initié un petit peu à la PNL, on en avait un petit peu parlé déjà, je crois. C'est ça. Quand on parle de stratégie, vraiment, c'est pas simplement de se dire c'est quoi ma stratégie pour aller passer un entretien. On fait un lien direct vers autre chose. C'est je prépare mon CV, je fais connaissance, je refais des recherches sur l'entreprise. Une stratégie, voilà, c'est sur papier, qu'est-ce que je fais pour faire. Moi, quand je parle de stratégie de motivation dans ces épisodes-là de podcast, c'est vraiment, je fais un lien direct avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand tu parles de croyances, de convictions, tu as dit j'ai fait parfois des choix hasardeux, mais c'est pas grave, je me suis écoutée. Il y a toute une notion de perception, de sens en tout cas, et de perception qui interviennent même dans les mots que tu emploies pour me les raconter. Moi, j'aimerais bien savoir, avant d'aller un petit peu sur comment t'en es arrivé aux entreprises éphémères, parce que c'est un sujet que je veux vraiment aborder, qui me semble important pour la suite. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est quand tu as un choix qui se présente à toi, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu visualises quelque chose dans le futur? Tu vois, est-ce que tu te crées des imageries mentales sur le futur? Est-ce que tu as une autre partie de toi qui te dit « Ouais, mais là, ça va être compliqué ». Comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu as un choix, une décision à prendre? D'abord, j'aime la notion de choix. Elle signifie finalement que c'est ça ou ça, voire plus. Le choix, c'est, en tout cas, voilà, je reprends la question quand je dois prendre des décisions, et mon rôle aujourd'hui est de prendre des décisions. Tous les jours, je dois prendre des décisions. C'est comme ça, et je l'assume, et ça me va très bien. Mais finalement, quand je prends aujourd'hui des décisions avec le recul, je vais associer en fait deux ingrédients, la raison et l'émotion. Je suis vraiment entre hémisphère gauche et hémisphère droit. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. J'ai pris maintenant un réflexe. Quand on est chef d'entreprise, j'allais dire chef d'entreprise dans un sens chef où j'implique des personnes dans une aventure. Je suis pas tout seul. Donc là aussi, j'y mets un nouvel ingrédient qui est de toujours projeter pour les personnes qui font confiance dans ce que je peux leur proposer, en tout cas qui travaillent avec moi. On va sécuriser l'après. On va toujours donc dans la décision, il y aura toujours se dire voilà, si on prend telle décision, qu'est-ce que ça va impliquer, quel est l'impact que ça va créer. Donc voilà, donc c'est un mélange de rationalisation et puis c'est un mélange de projection. Alors, tu l'as très bien dit, j'ai un esprit qui modélise, c'est-à-dire que je vois des choses qui sont pas forcément tout de suite là présentes et voilà, donc c'est quelque chose dont je me sers beaucoup et j'arrive à voir ce qui peut finalement se développer dans 1 heure, dans 10 ans, dans un siècle, parce que je suis très ambitieux. Je suis là encore longtemps.
Mais j'en ai aucun doute, Didier. Ok, et alors, et si tu matérialises, donc si tu arrives à matérialiser dans tes pensées quelque chose qui peut arriver dans 1 heure, dans 2 semaines, dans un siècle, avec tout ce qui peut arriver de bien, est-ce que ça peut t'arriver aussi, puisque tu parles aussi donc d'impact et de comment ça pourrait se passer, donc d'impact par rapport aux autres, hein, on est d'accord, pas par rapport à toi, mais aussi par rapport aux autres dans ta casquette de chef d'entreprise, en matérialisant peut-être quelque chose j'ai pas envie de dire de négatif, mais de quelque chose qui pourrait se passer que tu n'avais pas prévu et qui rentre pas dans ton plan. Comment tu fais? Tu te prends en compte et tu trouves des options ou comment tu Ouais, fais? en fait, là, c'est l'expérience qui parle. C'est-à-dire que c'est la capacité finalement. Moi, j'ai une chance inouïe. J'ai connu l'échec, le vrai. Et d'ailleurs, on en parlera. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui les entreprises éphémères C'est ça, soient ouais. présentes. Donc pour moi, l'échec aujourd'hui, c'est vraiment pour moi, c'est mon moteur. C'est aujourd'hui, j'ai même envie de dire, et j'y mets quelques nuances, mais j'ai envie de dire qu'il faut connaître l'échec. Juste se dire qu'à un moment donné, effectivement, on peut avoir un moment de vie professionnel, personnel, ce qu'on veut, qui soit pas linéaire et qui nous amène vers nos retranchements parce que voilà. Donc j'ai appris à gérer. J'ai appris surtout moi là, si j'avais un truc qui me définit, c'est le rebond. C'est le rebond. C'est-à-dire que je revois très bien les moments. Quand je parle d'échec, moi j'ai vécu 2 ans où il s'est rien passé, rien. Rien. C'est-à-dire que pendant 2 ans, je suis resté chez moi, enfermé. Je ne voulais plus voir personne. C'était vraiment finalement sortir du cadre pour mieux y rentrer ensuite finalement. Mais c'était couper le lien. Et dans ma tête, j'ai souvenir. Ces moments, ils sont quelque part délicieux, bien sûr avec le recul, parce qu'une fois qu'on est dans la tempête, c'est pas toujours évident d'analyser, mais une fois qu'on arrive à analyser, finalement, je me revois dans ma capacité de me dire, tiens, là, je prends des exemples tout bêtes, mais tu as 10 huissiers qui viennent à la suite chez toi parce que ben il y a des problèmes financiers, voilà. Et finalement, de toujours se dire que derrière il y a une solution, de toujours se dire qu'à un moment donné, j'ai quelque chose de positif malgré une situation critique et, et, et toujours trouver une raison d'y croire. Mais pas que par la pensée positive, parce que moi, finalement, le côté toujours être positif, positif, ça a ses limites. C'est juste, là encore, de modéliser un schéma qui te dit, OK, il y a ça maintenant, je vois là où j'aurais finalement envie d'être et comment je vais y aller. Voilà. Et après, il y a une notion temporelle qui va s'exercer, mais le rebond. J'ai jamais lâché. Et pourtant, il y aurait eu des raisons. Bah, on va y aller, justement, si tu veux Allez, bien. on y va. Tu crées ta société qui t'emmène vers encore d'autres créations, si j'ai bien compris, t'emmène un petit peu tes copains d'aventure là-dedans. Donc et là, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive aux entreprises éphémères, même si moi je connais la réponse un petit peu. Les entreprises éphémères, c'est vraiment, voilà, c'est le fruit de. Pour moi, c'est ma dernière aventure professionnelle. Quand je dis ça, ma dernière, ça veut pas dire qu'elle s'arrête là. Ça veut dire que j'irai pas ailleurs. Je j'irai pas dans un autre monde aujourd'hui professionnellement. C'est fini. C'est fini parce que c'est mon avènement. C'est finalement la boucle qui se referme et qui se rejoint. Le principe est simple, c'est que ben quand je crée mon entreprise, mes entreprises, parce que j'en ai eu plusieurs, donc ben comme tout chef d'entreprise, on fait des choix, on se lance, et puis il y a des fois on a l'impression que tout ce qu'on touche est de l'or, et on va très vite, on va très loin, et puis on s'entoure de plein de gens, des biens et puis des moins bien, et puis on fait parfois des mauvais choix de vie, tout simplement. Et je pense que tout est lié, son aspect professionnel est rattaché à son aspect personnel. Et donc, ben, à 30 ans, je tutoie l'excellence, mais je tutoie aussi ben, la descente aux enfers parce que mes choix à tous les niveaux n'ont pas été les bons. Je dis malheureusement à l'époque, heureusement parce que finalement, c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui ensemble et c'est ce qui fait aussi qu'on travaille ensemble et c'est ce qui fait que aujourd'hui c'est un plaisir vraiment continu, perpétuel. C'est pour ça que je négocierai plus avec le mauvais. Je veux que du bon. Tu dirais que finalement, le succès t'a fait perdre la notion de la Ouais, raison complètement, bien sûr, bien sûr. par Ah oui, moment, pas ouais. par moi, c'est qu'il y a eu un moment où j'ai perdu le fil.
J'ai perdu le sens de la raison, j'ai perdu le sens de la loyauté, j'ai perdu le sens des valeurs, mais parce que le monde dans lequel j'étais m'a embarqué sans que je m'en rende compte. Et j'y étais, donc je suis responsable d'eux, mais tout comme j'ai été à un moment donné capable de dire j'arrête et de tout perdre. Tout perdre. C'est qu'à un moment donné, j'ai dit tant pis. Et heureusement parce que ça aurait pu continuer loin dans la descente aux enfers. Et j'arrête justement et je disais 2 ans. Pendant 2 ans, je préfère couper tout pour retrouver mon socle. Et j'ai du mal, mais je vais petit à petit recréer une base. Donc c'est toi qui prends la décision d'arrêter Ouais, alors. ouais. Je prends la décision d'arrêter. Bon, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais en fait, l'idée, c'est ça, parce que du coup, on va faire un parallèle aussi avec toutes les personnes qu'on peut accompagner dans nos missions respectives, en tout cas qu'on partage de temps en temps dans l'année, sur ces personnes qui se retrouvent à un moment donné sorties du milieu de l'emploi pour diverses raisons et voilà, qui perdent parfois un petit peu pied par la force des choses et c'est OK. Mais souvent, en tout cas, pour la plupart des personnes qu'on accompagne dans ces missions-là, c'est pas un choix. Tu vois ce que je veux dire? Pour la plupart, hein, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en soi, alors, et en même temps, toi, c'est peut-être pas un choix non plus. C'est-à-dire que c'est un choix que tu as porté. Le déclencheur, c'est toi qui prends la décision finalement de t'arrêter. C'est pas, mais par rapport aussi à l'environnement extérieur où tu te rends compte à un moment donné, tu as une lueur d'éveil qui te dit non, en fait, là, je peux plus parce que je vais direct dans le mur, donc j'arrête pour me reconstruire autrement. Oui, alors quand on prend cette décision, c'est qu'on est on est au bout d'un cycle et en fait je l'apprends sans l'apprendre, c'est que je n'y arrive plus. Je pense que à l'époque je le diagnostique pas, mais je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup de burn-out à notre époque aujourd'hui. Ouais, on est en plein dedans. Ou on est dans une phase même de dépressive, on est dans une phase de repli, mais qui malgré tout a une forme de comment dire de sincérité avec moi. Mais juste ce que je veux dire par là, c'est que je fais un choix, c'est juste de dire allez, je préfère tout perdre. Mais par contre, et c'est le lien que je fais avec les personnes que nous accompagnons aujourd'hui, dans cette période, et je le dis avec avec mes mots, j'ai l'impression à nouveau de ressentir, de ressentir. J'ai l'impression, je me retrouve donc j'étais entrepreneur pendant donc quasiment 10 ans, et puis là, par exemple, quand je commence un petit peu à réouvrir mes chakras, je commence à me dire bon allez, maintenant de toute façon j'ai pas d'argent, j'ai plus d'argent, donc il faut que je sois salarié. Je peux pas recréer. J'ai déjà des idées, hein, ça y est, mon cerveau commence à déjà me dire créer. Donc, je dis non non surtout pas, on arrête, on se calme, on va sécuriser et je commence à envoyer des CV. Je commence à faire des recherches d'emploi et donc ça y est, je suis vraiment dans la démarche de retrouver un job, une vie sociale. Et puis j'envoie des CV, j'en envoie pas qu'un, j'en envoie beaucoup. Et en fait là, j'ai pas de réponse. Personne me répond. Pourtant, je me dis, c'est fou parce que j'ai quand même un parcours intéressant. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise aujourd'hui, il a quand même une richesse, à mon avis, folle dans plein de domaines, dans le domaine du management, dans le domaine commercial, dans le marketing, dans les finances aussi, dans tout. Et je crois que j'ai eu 2 entretiens sur une centaine de CV envoyés, et mes 2 entretiens sont juste catastrophiques. C'est-à-dire que quand j'arrive face à des recruteurs, 2, c'est pas énorme, hein, mais les 2 sont unanimes. Ils me disent, monsieur, désolé, je vois pas ce qu'on peut faire avec vous. Comme ça, les 2. Et comment tu le vis là à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens? Ben, c'est de l'incompréhension, c'est de l'injustice. Mm. Et après, c'est aussi, mince, j'ai pas su leur transmettre le message voulu. J'ai pas été capable, finalement, de comprendre l'autre. J'ai peut-être été trop centré sur moi et j'ai pas su leur montrer ma capacité d'adaptabilité à leur environnement. Parce que finalement, quand j'arrive et là je me revois, ouais, je parle de moi, je parle de tout ce que je sais faire et finalement, j'ai peut-être le sentiment à ce moment-là qu'ils ont besoin que je leur parle d'eux, ou en tout cas que je leur parle de leurs problématiques de recrutement. Voilà. Donc je suis un petit peu en décalage sur ça. Mais le constat est simple et sans appel, hein, c'est non, vous n'avez pas, vous n'êtes pas sélectionné, monsieur. Désolé, mais bonne route. Désolée. Désolé.
J'ai lu dans des entretiens que tu as pu avoir avec sur d'autres plateformes ou d'autres supports, tu dis quand j'ai commencé à chercher du boulot, je pensais que ce serait simple. Pour moi, c'était même pas simple, c'était très simple. J'avais juste à répondre à une annonce et voilà. Et mon profil, Et elle était pour ouais, toi. clairement, parce que d'abord j'avais une école de commerce. Donc c'est déjà pour moi, c'était déjà un passeport pour rentrer dans une entreprise. J'avais des KPI, j'avais des indicateurs de réussite dans mes différents domaines qui étaient quand même intéressants. J'ai géré jusqu'à quand même plus de 130 salariés. Donc je me disais ça va. Et puis j'étais aussi c'est ça qui m'a un petit peu au début étonné, c'est que j'étais pas comment dire dans la disproportion. C'est-à-dire que quand j'arrive, je me souviens, je cherche des postes commerciaux et je cherche des postes à l'époque sur des salaires mais vraiment minimes. Tu vas pas sur des postes Pas du tout. très très hauts. Non, 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 non. pas du tout. Tu acceptes de finalement te remettre à niveau par rapport à une expérience d'employé et pas d'indépendant, quoi, de C'est chef même pas que d'entreprise. j'accepte, c'est que j'en ai la volonté. Je veux faire du simple. J'ai besoin. Je sens qu'en fait, j'ai perdu tellement de réflexes. J'ai besoin de me reconstruire. Donc, je veux vraiment quelque chose de, j'allais dire facile entre guillemets, ou en tout cas accessible dans mon état actuel à ce moment de la partie. Et alors, ça Eh marche? ben, Tu finis par trouver? non, ça marche pas. Et en fait, il y a un truc qui va marcher. Je sais pas pourquoi. C'est une personne que j'avais à l'époque dans mon environnement. Je sais pas pourquoi me rappelle parce qu'il y avait aucune raison et qui me dit Didier, écoute, j'ai pensé à toi. Viens. euh, on a besoin de ton profil parce qu'on est dans un projet ambitieux et mon patron veut te rencontrer. Viens me voir. Et j'y vais et je suis pris. Et c'est là que d'abord, la main tendue, ça me touche parce que c'était plus vraiment d'actualité dans ma période. Mais c'est surtout cette notion de réseau que je comprends, que je comprends. Donc, tu vois, c'est le réseau, c'est ce côté viens, je te donne un coup de main. Euh, c'est ce côté le rebond, c'est ce côté y croire. Voilà, il y a tout qui se réactive. Et dans cette période, je me dis waouh, c'est important. C'est important parce que cette recherche d'emploi, elle est complexe. Et finalement, elle se joue presque sur de l'irrationnel. Euh, parce que voilà, parce que là, ça devient facile. Et je rentre dans la boîte et pendant 2 ans, j'ai vécu 2 ans. J'ai la chance d'être dans une boîte qui va rentrer en bourse. Donc, j'accompagne l'entrée en bourse de cette boîte. Donc, en plus, là, je me retrouve. Et c'est les 2 ans, c'est les seuls 2 ans où j'ai été salarié dans ma vie. Et ça m'a fait du bien. Mais au bout de 2 ans, il a fallu voir autre Ça t'a fait chose. du bien. parce que, parce que c'était plus pour moi. Bah, tu avais repris de l'énergie, Ouais, c'est voilà. exactement ça. Tu t'étais remis, C'est exact, exactement ça. voilà. Tu t'étais recentré, donc t'étais complètement, t'as repris tes capacités à créer. Tout simplement. J'ai retrouvé un cadre, j'ai retrouvé des gens qui aussi me faisaient du bien parce que elles me montraient que waouh, j'avais toujours un savoir-faire, j'ai pu redévelopper mon savoir-être. Non, je revivais tout simplement, je revivais. Tu remets toutes les jauges à niveau, quoi. Tu regagnes en estime de toi aussi, j'imagine, peut-être. Tu reprends confiance, etc. Bah ouais, Eh ouais. Et oui, puis tu parles de confiance, tu parles d'estime de soi quand on est dans ces périodes oui, oui. de quête où finalement rien ne fonctionne. La batterie, elle se vide très vite, très très vite. Donc oui, ça me fait du bien. Et en fait, ça me fait du bien comment? Je passe d'un état de zéro projet à un retour à la vie professionnelle. Et puis je rencontre mon épouse. Enfin, je sais pas que je rencontre. Je l'ai rencontré mon épouse pendant que j'étais en instabilité notoire. Et ça, je l'oublierai jamais parce qu'elle était là quand il y avait plus personne, mais vraiment plus personne. Quelques temps après, j'ai un enfant. J'ai mon premier enfant. Et, et ce premier enfant, il symbolise plein de choses. Il symbolise mon, mon positionnement, ma prise de décision, voilà, je sais où je suis, je sais qui je suis, je sais où je veux aller. Et là, maintenant seulement, je peux prendre cette responsabilité d'être papa. Et voilà, et c'est le point de départ aussi Mhm. de tout ce qui va suivre.
Cécile, je te livre tout, Super, c'est beau. là. Là, c'est, il y a pas de, Mais il je y a vois, rien. oh là Je là, donne mais tout. quel C'est privilège. cadeau. Je me sens complètement honorée. Merci beaucoup. Merci. Didier, comment elles arrivent ces entreprises éphémères? Qu'est-ce qui fait tilt à un moment donné? Ce qui fait tilt, c'est que, et c'est maintenant il faut rappeler l'histoire. Je parle de moi là, donc c'est un peu l'exercice égocentré, mais dans toutes les entreprises que j'ai créées, il y a une autre personne qui est toujours avec moi depuis qu'on est en école de commerce, c'est Céline. Et finalement, avec Céline, on a tout créé ensemble, toujours, tout fait ensemble. Donc on est des amis d'enfance, on était ensemble au lycée, et en fait on crée, et puis un jour, bah voilà, on connaît l'échec et on le connaît tous les deux en même temps. Et puis finalement, Dans cette même période ouais, dont tu mentionnes tout à c'est la l'heure. même période. On va Mhm. chacun donc vivre bien sûr séparément parce qu'elle a son environnement familial, j'ai le mien. Et on va vivre ce que j'ai décrit, elle l'a vécu quelque part elle. Elle va apprendre à se reconstruire de son côté, moi j'apprends à me reconstruire de mon côté. Et puis le hasard fait que en 2011, j'ai les dates exactes parce qu'il y a des dates comme ça qui sont là. On se retrouve par hasard. On est devenus tous les deux formateurs et on se retrouve sur un projet qui sont les Rencontres de la photo d'Arles, qui est un grand festival international de la photo, sur lequel en fait on a une mission de formateur. Nous accompagnons 200 agents d'accueil de billetterie sur un projet social, puisque ces personnes-là sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi et ils ont un contrat aidé pendant 6 mois. Et notre métier est simple, c'est de les former à l'accueil, à la billetterie, et ensuite qu'ils soient opérationnels sur ce festival. Et finalement, quand on se retrouve, on va de façon très synchronisée, on va chacun revivre notre passé, qui a été à la fois commun et à la fois à un moment donné séparé, et on va finalement se retrouver avec les mêmes conclusions, avec les mêmes projections, les mêmes ressentis. Et de là, en fait, on va modéliser, je reprends ce terme-là, tous les deux, ce que sont aujourd'hui les entreprises éphémères. On va se dire, et si maintenant il était temps, finalement, de transmettre ce qu'on a vécu, qui était vraiment essentiel, et qui peut finalement aider des personnes, ou en tout cas leur donner une nouvelle façon d'aborder leur projet professionnel, mais de façon plus simple leur vie. Parce que ne pas avoir d'environnement convivial, on le voit, ça peut être complètement disruptif, quoi. Voilà. Et en fait, de 2011 à 2014, on va penser le truc. Et en 2015, on a l'opportunité, toujours dans le cadre des rencontres de la photo, donc chaque année, on nous intervenons. Et dans le cadre des rencontres de la photo, on se dit, bah, là, c'est maintenant. On a 200 personnes avec nous. Ces 200 personnes arrivent à la fin de leur contrat aidé. Et donc, il nous reste un mois. Et là, on leur dit, bah, écoutez, vous n'avez plus de contrat à la fin du mois. On va faire un truc. On va aller voir toutes les entreprises. Donc, c'est sur Arles du territoire. Vous allez aller voir, vous allez leur demander en fait si jamais ils ont de l'emploi. Et on organise ça de façon très structurée, sans aucun outil, où on va créer des binômes, on va créer des équipes, on va créer une entreprise, où on va dire, tiens, il y en a qui vont s'occuper d'aller voir les entreprises, tiens, il y en a qui vont s'occuper de leur envoyer des mails, tiens, il y en a qui vont s'occuper de la communication. Et ça y est, c'est parti. Et là, on découvre, même nous, ce qu'on va appeler, même nous, c'est-à-dire que on avait une idée quand même, mais on découvre le marché caché de l'emploi. On découvre qu'il y a un vrai marché Bien sûr. et il est incroyable ce marché. Et tout le monde est étonné, à tel point que beaucoup des participants vont trouver un emploi parce que on y développe aussi nous des techniques déjà. On parle aujourd'hui beaucoup de soft skills, mais on est déjà à l'époque sur ce savoir-être, déjà sur cette approche de coaching. Et là, je t'en parle avec toi avec beaucoup d'aisance parce que vraiment c'est ce qui te caractérise. Donc voilà. Donc on a les ingrédients. Et puis il y a un facteur aussi là aussi qui va créer une impulsion, c'est que le service communication qui a été créé est d'une telle dynamique que ils vont faire venir TF1. Et donc on passe aux 20 heures de TF1. Et c'est pas compliqué, on passe aux 20 heures et le lendemain, on a le ministère du Travail qui nous appelle, qui nous dit je voudrais vous voir. Et donc on monte à Paris avec Céline, donc on monte à Paris et puis on va présenter ça et puis ils nous disent écoutez, on a vu ce que vous faites, on adore. Euh, on vous propose d'exposer sur un salon organisé par le ministère du Travail. Et puis ben voilà, l'aventure commence comme ça et puis ben ça va nous ouvrir évidemment beaucoup de portes, beaucoup de possibilités. On se dit que
Ben voilà, ça commence à prendre corps. C'est génial. Ouais, et pour pouvoir c'est magnifique. C'est finalement d'une expérience de vie qui vous caractérise tous les deux au même moment, avec toutes les expériences aussi professionnelles que vous avez accumulées et que vous arrivez à transmettre avec le cœur. Cette idée de finalement aller prendre les gens par le bras, comme quand tu le faisais quand tu étais petit finalement, la boucle est bouclée. Non, pareil. Tu vois, cette notion de sens, d'écoute, de tendre la main, comme Céline, elle te tend, enfin voilà, c'est Céline qui te tend la main à un moment donné. En fait, il y a vraiment, je crois que c'est une valeur qui, alors tu as parlé de liberté beaucoup au démarrage, mais enfin cette valeur partage, transmission, mais je pense que tu pourrais trouver un mot encore bien plus fort que celui-là, mais je crois que c'est ce qui t'anime dans chaque choix que tu portes. Je parle de valeur là maintenant parce que quand on veut se construire, on en parle beaucoup aux entreprises éphémères ensemble quand on anime des ateliers ou quand on est avec nos associés, comme on aime les appeler. Mais travailler sur son identité, finalement, ça passe aussi par connaître ses valeurs, et en tout cas celles qui sont importantes pour nous de respecter. Et tu es d'accord avec moi sur ce point-là? Et le fait que finalement, bon, toi, tu as eu des accidents de vie, on a tous des accidents de vie, que ce soit dans le pro, dans le perso, etc. Et quand on comprend vraiment ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour nous et qui peut pas bouger finalement, est-ce que c'est pas ça derrière qui nous, en le connaissant vraiment, en travaillant sur cette identité-là, est-ce que c'est pas ça finalement qui nous permet aussi d'accéder à ces opportunités qu'on n'aurait peut-être pas vues si on restait coincé dans on m'a dit qu'il fallait être comme ça, il m'a dit qu'il fallait faire ci, il m'a dit qu'il fallait... Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? D'une part, je comprends et je partage. Et je pense que c'est un cheminement finalement qui est essentiel pour se construire, se reconstruire, ou en tout cas trouver son équilibre. C'est quoi ta mission, Didier? Ma mission... J'aime bien poser cette question, elle est dure. Alors, ma mission... c'est quoi ta mission? Je vais te la traduire parce que déjà, nous sommes une entreprise à mission. C'est pas un hasard. Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle une raison d'être. C'est-à-dire qu'on sait, là encore, pourquoi on fait les choses. Et ma raison d'être, mais de façon plus globale, c'est juste d'être... il y a un terme qui revient souvent, je vais le réutiliser, même si des fois, je voudrais qu'il soit plus clair, mais c'est le côté inclusif. Allez, on y va. Toute personne a sa place, par contre, ça c'est une évidence dans la société, et il faut lui trouver une bonne place. Une place qui soit pas juste une place de figurant. Il faut être acteur de... et n'importe qui peut l'être. N'importe qui peut l'être. Et finalement, dans les entreprises éphémères, c'est de faire en sorte qu'on soit pas qu'à subir, parce que finalement, ces environnements professionnels sont foudroyants, sont d'une complexité terrible. Finalement, des fois, sont déshumanisés. Donc, c'est d'essayer à petite échelle, parce que voilà, on va pas tout révolutionner tout de suite, mais quand même, c'est d'être nous-mêmes, de participer à une évolution dans les pratiques. Voilà, c'est ça. La raison d'être, c'est de bousculer un petit peu les codes. Pas pour se dire on est marginaux, non, pas du tout pour ça, pas du tout pour ça, parce que c'est pas le but. Non, c'est juste parce qu'il y a des convictions. On a surtout testé des choses concrètes. Il y a du vécu. Donc, allez, on y va. On y va. Ça pourra pas faire de mal. Ça pourra faire que du bien. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est si... On va aller directement là-dessus. La première, c'est si on a quelqu'un qui nous écoute là en ce moment, enfin dans les jours prochains, dans les semaines prochaines, et qui se retrouve dans cette situation-là, qui est perdue, qui sent pas bien, qui se trouve un peu à la croisée des chemins, et qu'elle veut participer à une entreprise éphémère, comment elle fait? Eh ben, elle t'appelle, Cécile. Évidemment. Évidemment. Quelle merveilleuse réponse, Didier. Évidemment. Non, Ok. très simplement, aujourd'hui, on a des vecteurs de communication qui sont plutôt bien identifiés. Un message et on y répond. Et on est là et on voit comment, ben, bien sûr, on peut intégrer la personne dans un dispositif en fonction de sa situation géographique, en fonction, voilà. Mais welcome, évidemment. Les entreprises éphémères, le but justement, c'est que ce soit des personnes qui aient cette motivation, cette envie de participer à cette aventure humaine, à ce collectif, à d'avoir un vrai projet professionnel ou pas, parce qu'on va le travailler ensemble, mais en tout cas qui se disent voilà, j'ai besoin aujourd'hui d'un nouvel élan, et à travers le collectif, on va mettre en valeur l'individu. Et qu'est-ce que tu pourrais recommander enfin, voilà, quand on parle de projets, d'objectifs, tu vois, toi, quand tu étais plus jeune, tu dis que avec le cadre que tu avais, ton entourage, en tout cas familial,
et scolaire, etc., tu as réussi finalement à passer outre, à sortir un petit peu du schéma pour y aller, à faire, je vais parler familièrement, péter un petit peu tout ce qui était croyance autour de toi pour y aller. Quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve dans une situation où il a peur, où il sait pas. Il aimerait bien se dire qu'il aimerait bien faire ci, mais il ose pas y aller. Qu'est-ce que tu lui dis à cette personne-là? Si je lui dis ose, c'est pas suffisant parce que ça c'est facile et non, je pense il faut trouver le bon endroit, les bonnes personnes, le bon moment. Je crois qu'il faut être bien accompagné à un moment donné. Voilà, il faut s'ouvrir aussi à un schéma qui est peut-être pas justement familier, mais il faut être dans le faire. Je crois que c'est ça qui est important. Le faire, c'est vraiment tu parlais de stratégie de motivation. Le faire fait partie des ingrédients qui vont finalement aider à retrouver la signification et les conséquences de la motivation. C'est ça qui est important. Je te prends un exemple tout bête, que j'ai toujours. Chaque matin, je me lève, chaque matin, depuis maintenant quelques années. Et puis, quand je me lève, j'ai ce réflexe de me dire, voilà, qu'est-ce que va être ma journée? Et mon premier réflexe, c'est d'aller chercher mes zones de plaisir. Tous les jours, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est tout bête, hein. J'ai parfois des journées où bah c'est moins marrant parce que tu vois, je vais travailler sur de l'administratif, je vais travailler sur des appels d'offres, je vais travailler sur des machins. Il y a rien de très sexy, mais cette notion de plaisir va faire que ce qui peut être à un moment donné une forme de contrainte parce que un peu figé, je vais trouver 1, 2, 3 points qui vont créer chez moi l'intérêt dans la journée. Et je ne peux plus me lever aujourd'hui, ça s'est arrivé, avec la boule au ventre, parce qu'à un moment donné, c'est fini ça. C'est fini, même si, je répète, il y a des moments quand même des fois qui sont moins agréables. Une société, c'est pas quelque chose où tout va toujours bien. Ma société aujourd'hui, elle peut avoir parfois des moments où bah, c'est un petit peu plus complexe, pour des histoires structurelles, pour des histoires ce qu'on veut. Et au final, c'est quand même de ressortir de là avec ce qui fait que ben ouais, ça va aller, mais pas parce que on dit ça va aller, non, parce que concrètement, je vais aller trouver. Il y a un côté hédoniste très fort, hein, très puissant. Ouais, quelque chose qui va t'animer derrière. Oui, moi j'ai besoin d'énergie. Mon énergie, c'est ça, c'est prendre beaucoup de plaisir parce que partager, par exemple, moi quand j'arrive dans une entreprise éphémère, quand je vois les personnes qui font partie de l'aventure, je pense à l'équipe, je pense à nos associés. Tu en parlais tout à l'heure, les associés étant les personnes qui rejoignent cette aventure. C'est une énergie folle. C'est waouh. Là, tu te dis non, il faut y aller là. On y va. Et puis on va créer ensemble cette envie commune. On va la partager. Voilà. On est dans ces formes de neurones miroirs là où on se transmet des bonnes énergies et non pas l'inverse parce que on transmet du bon, mais on pourrait aussi transmettre du négatif. Ça marche aussi. Ça marche dans les deux sens. Donc à chacun de choisir ce qu'il envoie. Exactement. Bon Didier, cet épisode touche à sa fin. Alors, si j'avais une dernière question à te poser, ce serait celle-ci. Didier, c'est quoi la suite pour toi? Jusqu'au siècle prochain, puisque c'est toi qui l'as dit. J'assume. La suite, c'est en fait, c'est l'histoire qu'on a envie d'écrire tous ensemble. Voilà. C'est ça. C'est finalement de continuer dans nos rêves. Soyons ambitieux, mais dans un sens justement d'aller encore plus loin dans ce qui nous anime, c'est de pas s'éloigner de nos convictions, pas avoir peur, tenter, et puis ne pas se perdre les uns et les autres. Voilà l'idée. Merci Didier d'avoir répondu présent, je te remercie beaucoup. Et puis j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à écouter cet épisode où on a bien appris que le plaisir était important, que de se fier à ses sensations, à la raison, mais aussi à ses sensations était important. Merci Didier et à très bientôt. Merci d'avoir écouté, visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à m'envoyer un message si vous-même vous souhaitez passer à l'action et lever vos freins. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.